podcast. Faut-il craindre la montée, en France et ailleurs, du masculinisme ? Ce mouvement, voire cette idéologie, qui prône des idées très conservatrices. Les hommes ne seraient plus des hommes, la masculinité serait attaquée, opprimée, victime du féminisme et de ses avancées. Bref, le féminisme conduirait au péril de nos sociétés. Absurde ? Pas pour tout le monde. En effet, ces dernières années, on observe que la tendance masculiniste gagne du terrain. Stage de masculinité, mouvance, incel, contenu masculiniste très partagé, notamment par les jeunes hommes sur les réseaux sociaux. Et à la fin, une radicalité qui progresse, apologie de la violence, du viol, voire attentat. Mais au fait, de quoi parle-t-on précisément ? Comment expliquer la recrudescence de ce mouvement et comment s'en protéger ? Tout ça, on en parle avec vous, Marion Jacquet-Vaillant, bonjour. Bonjour. Maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Panthéon-Assas. Vous suivez de près les mouvements extrémistes, notamment ce qu'on appelle les identitaires, et c'est pas si éloigné du mouvement masculiniste, je crois. Oui, mais en fait, c'est en faisant mes recherches sur l'extrême droite et sur les identitaires que je suis tombée sur des groupes masculinistes avec cette tendance viriliste et un peu virulente parfois. Et vous allez nous expliquer tout ça. Et vous, Vincent Coquebert, bonjour. Bonjour. Journaliste et essayiste, vous publiez La guerre de sécession aux éditions Arquet. Dans ce livre, vous inquiétez de la mésentente croissante entre les sexes. Avec ce mouvement masculiniste, on est en plein dedans, c'est ça ? On est en plein dedans, c'est une des composantes, on va dire, les plus radicalisées et qui viennent donner une dimension caisse de résonance très très bruyante à cette désynchronisation des récits, aujourd'hui des imaginaires qu'on peut avoir entre mes femmes. Ouais. Et on va développer tout ça avec vous. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Le masculinisme, le phénomène n'est pas nouveau. Retour au début des années 70. À l'époque, en France et un peu partout en Occident, il se passe ça. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Les militantes réclament la contraception libre et gratuite, la légalisation de l'avortement et plus largement la fin du patriarcat. En réaction, très vite, un autre mouvement apparaît, celui de la condition masculine. Écoutez, on est en 1977. Qu'est-ce qui peut bien pousser des hommes de personnalités, de nature, de conditions différentes à se retrouver dans un mouvement comme condition masculine ? La réponse, leur réponse, dans les circonstances actuelles, un homme seul ne peut pas se défendre face au divorce. La société, disent-ils, est faite pour les femmes. Il y a eu un secrétariat d'État à la condition féminine, l'année de la femme. De plus en plus, nous avons le sentiment d'être piégés. On sait bien que ce que femme veut, justice le veut. Il suffit que madame lève le petit doigt et elle obtient la garde. La femme de l'an 2000, il faudra s'en méfier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque, malgré tout, la société se met, doucement, à changer. Oui, et ça ne plaît pas à tout le monde. 1983 cette fois. Qu'est-ce que vous pensez des hommes, justement, qui participent aux tâches ménagères ? Je crois qu'en effet, dans les nouvelles générations d'hommes qui ont dans les 20-30 ans, c'est une nouvelle mode. Personnellement, je n'étais pas de cette génération. L'homme qui fait le ménage ou qui est la serpillière, comme vous dites, dans le foyer, je pense que ça se retourne à plus ou moins long terme contre eux, parce que je pense que dans le ménage, il y a une question de rapport de force. Et lorsque l'homme veut trop renoncer à sa masculinité, eh bien, je pense que les femmes prennent conscience de leur force et qu'à ce moment-là, il s'établit un rapport de faiblesse au détriment de l'homme qui, à long terme, se retourne contre lui. Oui, décidément, en 1983, il y a encore du boulot. On fait un saut dans le temps.
On est maintenant en 2006. Alors ça y est, la société a changé pour de bon ? Ouais. Écoutez un certain Éric Zemmour en pleine promo de son livre « Le premier sexe ». À chaque fois que les femmes arrivent dans une profession en masse, en général, la profession se déconsidère, se prolétarise. Et on voit pour la politique, c'est très intéressant, les femmes arrivées dans une profession, au même moment, le pouvoir déserte la politique. Dernière question, vous êtes le dernier homme, Éric Zemmour. Vous êtes flatteuse. Non, mais j'essaie, moi aussi, je suis touché par la féminisation, évidemment, comme tout le monde. Mais j'essaye de résister, je suis peut-être un peu plus conscient que les autres. Les hommes seraient donc menacés par leur propre féminisation. La théorie, en tout cas, dépasse les frontières. Reportage de complément d'enquête au Québec en 2013. En fait, c'est un nouvel homme qu'on veut avoir dans la société québécoise. On veut un homme soumis. On ne veut pas savoir ce qu'il veut, cet homme. On veut le former à une pensée féminine. Ça devient une relation de dominant-dominé. Il n'y a rien de sain dans une relation comme ça au niveau d'une société. Le Canada, justement, un pays particulièrement au fait du phénomène masculiniste. En 1989, a lieu un terrible attentat à l'école polytechnique de Montréal. Un jeune homme abat froidement 14 femmes avant de se suicider. Il écrira dans une lettre « J'ai décidé d'envoyer ad patresse les féministes qui m'ont toujours gâché la vie ». Nouveau saut dans le temps. Nous sommes maintenant en 2017. Cette année-là, en France et ailleurs, la parole se libère. Le hashtag MeToo se diffuse, le féminisme progresse, les enjeux d'égalité reviennent au cœur de l'actualité. Oui, mais paradoxalement, d'autres tendances se développent, comme celle des stages de masculinité. Pour les organisateurs, être un homme, c'est être viril. Et pour les encourager à affirmer leur virilité, ils ont prévu des épreuves sportives où l'on montre ses muscles. Ici, il faut pousser cette voiture le plus vite possible. Pourquoi cette épreuve ? Parce que je crois que l'homme aime bien justement mesurer sa force et puis s'en servir, l'utiliser. Voilà. Et puis il y a aussi l'aspect de cohésion, de faire ça ensemble. Et puis il y a une autre tendance, plus inquiétante, extrêmement radicale, qui grimpe, celle des incels. On est en avril 2018. Les incels sont la contraction de involuntary et celibate, littéralement, et célibataires involontaires. Ce sont des hommes qui désirent entretenir des relations sexuelles et affectives avec des femmes sans y parvenir. Alors pour ce clan masculiniste, la gente féminine est responsable de leur malheur, à tel point qu'entre eux, ils parlent de fémoïdes, contraction de female et humanoïde, comme pour les déshumaniser. Les incels seraient plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers même, à se retrouver en ligne pour laisser libre cours à leur haine du sexe opposé. Et si on en parle alors, c'est parce que le Canada vient de vivre un autre terrible attentat. À Toronto, un étudiant de 25 ans appartenant à la mouvance incel fonce sur la foule avec une voiture bélier, 11 morts, essentiellement des femmes, et 15 blessés. Les incels, le masculinisme, des tendances qui, depuis, continuent de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, particulièrement chez les jeunes générations, très exposées à des contenus sexistes et réactionnaires. Explication de la sociologue Élise Devieille à France 3 en mai 2024. On va avoir des vidéos qui vont mettre la pression sur l'apparence des filles, le fait de devoir toujours être mince, toujours être parfaite, donc qui de fait va produire chez les filles des sentiments de jamais être assez bien, des problèmes de santé mentale, etc., des troubles du comportement alimentaire aussi par exemple. Et puis chez les garçons, on va plutôt avoir des vidéos qu'on va appeler masculinistes qui vont prôner une sorte de retour à une virilité traditionnelle où il faut être toujours plus musclé, où il faut montrer qu'on a plein de conquêtes et on sait que même avec un profil neutre, les algorithmes vont pousser en fait un certain nombre de contenus sexistes aux jeunes, même s'ils ne cliquent pas dessus. Résultat, un masculinisme qui progresse et se radicalise au point même d'alerter les autorités. Apologie du viol, de la violence, des tueries de masse, projet d'attentats déjoués cet été en France, autant de signaux alarmants. Mais comment expliquer cette recrudescence masculiniste qui semble à rebours des progrès de notre société ? Faut-il s'en inquiéter et comment s'en protéger ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Marion Jacquet-Vaillant, et vous, Vincent Coquebert. Déjà, pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre ?
Je l'ai trouvé assez intéressant parce qu'il recadre ça bien, en fait, que historiquement, de quelle manière, en fait, ça a émergé. Quelque part, le masculinisme dont on va parler et qui émerge dans les années 70 est venu, à mon sens, en fait, venir prendre un petit peu la substitution du discours, en fait, sur la crise de la virilité, qui est un discours qui revient historiquement à chaque fois qu'il y a une sorte de nano-avancée du droit des femmes, ou du moins un petit changement, on va dire, dans les structures sociales, dans les relations entre les sexes. Et donc, il vient des années 70, mais il n'a pas eu une histoire linéaire. C'est bien d'avoir aussi montré que ça s'est passé aussi au Canada, enfin au Québec, aux États-Unis, et ensuite ça s'est radicalisé quelque part avec le numérique, mais c'est une histoire un petit peu en balancier. C'est pas quelque chose d'aussi linéaire qu'on pourrait croire en fait. Marion Jacquet-Vaillant. Oui, effectivement, il y a cette dimension-là de contre-mouvement, en fait, face aux mouvements féministes qui prennent de l'ampleur et qui, à chaque fois qu'ils ont une avancée un peu substantielle, sont contraints ou contredits. C'est ce qu'on appelle un backlash, c'est ça ? Alors, on pourrait dire backlash, mais même tout simplement en termes mouvement social, contre-mouvement, il y a vraiment cette idée-là en tout cas. Et puis de l'autre côté, ce qui est intéressant dans ce point général, c'est la diversité en fait de ce courant, qui n'est pas du tout unifié et univoque. Dans votre reportage, on voit bien, il y a à la fois des mouvements de revendication sur des sujets de politique publique presque, juridique, jusqu'aux mouvements vraiment proprement terroristes. En tout cas, en France, ça a commencé par qui garde les enfants, ce sera madame qui garde les enfants en cas de divorce, machin, etc. C'est ça. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis surtout, on voit bien cette diversité qui perdure. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas été remplacé. Les deux coexistent désormais. Alors justement, on l'a entendu, ce qu'on appelle le masculinisme, ça peut prendre des formes variées, vous venez de le dire. C'est quoi, vous, Vincent Coquebert, votre définition du masculinisme ? C'est un mouvement réactionnaire dans le sens où il s'oppose en fait à un modèle de transformation qui est un modèle civilisationnel et global. Ils émergent aussi évidemment au moment où les modèles traditionnels de la masculinité, dont au moins nos imaginaires sont imprégnés, sont remis en cause et à travers aussi une ouverture du droit des femmes, une transformation donc avec le divorce par consentement mutuel, par la maîtrise du corps via la contraception, via l'entrée aussi des femmes sur le marché du travail. C'est évidemment un mouvement, le féminisme, qui transforme la société, et tout mouvement qui transforme la société crée des à-coups et des mouvements de stagnation, voire de réaction, voire de crispation. Je définis le masculinisme, en fait, c'est difficile à définir parce que c'est à la fois une posture existentielle pour certains et des fois aussi quelque chose d'idéologiquement beaucoup plus structuré. C'est pour ça, en fait, moi aujourd'hui, je fais surtout la différence entre les entrepreneurs culturels du masculinisme qui sont là, en fait, pour quelque part même monétiser des fois ce mal-être, des fois cette frustration, des fois cette haine sous-jacente, et une masse, c'est pour ça aussi que ça prend différentes formes, une masse de jeunes hommes, mais parfois de moins jeunes, les jeunes hommes particulièrement parce qu'ils sont aussi les contemporains d'autres transformations et d'autres accélérations aussi un petit peu de la société. C'est un mouvement, mais c'est un mouvement qui est à la croisée de différentes postures et qui parfois prend une forme idéologique très précise. On remarque ces dernières années une montée en puissance, vous l'avez dit, des discours masculinistes. Un chiffre qui m'a interpellé, en France, 45% des hommes de moins de 35 ans pensent qu'il est difficile d'être un homme dans la société actuelle, relève le baromètre 2025 sur le sexisme en France, publié par le Haut Conseil à l'égalité. Il interpelle ce chiffre, 45%, quasiment la moitié des hommes de moins de 35 ans qui, grosso modo, expriment une difficulté à être homme aujourd'hui dans la société. Aux États-Unis, c'est même 60% en fait, des 24-30 ans qui pensent en fait qu'ils ont une vie plus dure que celle des femmes. Et tout en même temps, les femmes elles-mêmes disent qu'elles sont de moins en moins bien traitées dans leur pays. On voit bien qu'il y a une sorte de polarisation finalement aussi parmi les plus jeunes cohortes pour se demander en fait qui souffre le plus, qui est le plus désavantagé. Ce qui est intéressant en fait à mon sens, c'est surtout chez ces plus jeunes cohortes, c'est que ça arrive en fait dès la fin des années 2000. Et quelque part, moi, je mets ça un petit peu en lien. Alors évidemment, ça explique pas tout, mais avec la crise économique, parce que c'est très intéressant. Il se passe la même chose en fait en Corée du Sud, où ils ont vécu ce qu'on appelle la modernité compressée, et une sorte un petit peu d'imaginaire de nouvelle lutte des places qui est en train de se créer. Parce que ce qu'on observe quand même, malgré tout, malgré en fait ce phénomène dont on parle, c'est que des années 70 jusqu'au milieu des années 2000, on observe plutôt une convergence des valeurs entre les hommes et les femmes. Même les hommes et les femmes, quand ils sont interrogés, ils trouvent en fait que la relation avec l'autre sexe est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus agréable qu'avant. Et il y a un basculement à la fin des années 2000, qui va ensuite trouver une sorte de narration à travers les réseaux sociaux aussi, qui apparaissent ensuite au début des années 2010, et où un peu tout un chacun va s'enfermer dans des bulles genrées d'écho, où on va trouver un écho à sa frustration, à sa colère, à son ressentiment, et on observe donc aussi une nouvelle vague de féminisme à ce moment-là. C'est aussi pour ça que, quelque part, MeToo, en fait, est le résultat, finalement, de ce nouveau féminisme numérique, aussi de cette culture un petit peu de l'indignation. Donc ça s'inscrit, pour les plus jeunes cohortes, en fait, dans une histoire un peu plus resserré, qui, à mon sens, trouve son origine dans un sentiment de baisse d'agentivité. L'agentivité, c'est le sentiment en fait, d'avoir de la prise ou non sur sa vie, sur son destin, et qui vient ensuite créer
chez les jeunes garçons, des bulles de ressentiment, des bulles de rancœur et un espace vide où se sont engouffrés des entrepreneurs culturels virilistes façon Andrew Tate, façon Seth Rogen, qui sont venus en fait donner des réponses à la fois univoques, toutes simples et extrêmement dangereuses à leur sentiment de malheur, ou de mal-être en tout cas, qui lui n'est pas tout à fait factice. Oui, parce que moi je pensais que cette recrudescence du masculinisme, elle apparaissait vraiment à partir de MeToo. Mais vous nous dites, ça commence déjà avant en fait. Oui, d'ailleurs on observe bien même la culture incel, et d'ailleurs même ce qu'on a appelé les pick-up artistes, qui sont une des branches en fait des masculinistes, qui s'appelait ça des pick-up artistes et des théoriciens de la drague. Donc en fait des gars qui se sentaient déclassés sur le marché sentimental et qui d'un seul coup vont mobiliser le créneau de l'évopsie mal digéré et mal compris pour essayer de manipuler les femmes, pour les mettre dans leur lit. Et donc en fait dont l'imaginaire est encore tout à fait vrai aujourd'hui. Andrew Tate a un côté un peu pick-up artiste, c'est un mélange entre le go muscu, le pick-up artiste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Andrew Tate ? Andrew Tate, c'est un YouTuber qui propose à son public des vidéos, en fait, dont d'ailleurs le propos n'est pas vraiment neuf, c'est une idéologie viriliste, c'est une idéologie de la domination, mais qui, à travers une esthétique de la réussite, une esthétique bling-bling, il est tout le temps torse nu, des vidéos très courtes, pour ceux qui le suivent, dont qu'ils peuvent trouver parfois rigolotes, en fait, réussit à mobiliser des centaines de milliers d'adeptes, en fait, et qui est accusé... à côté de ça, de proxénétisme, il y a différentes grosses casseroles. Il a été banni d'ailleurs de certains réseaux sociaux. Tout à fait, et qui aujourd'hui en fait est un petit peu quelque part, en tout cas la figure médiatique la plus synthétisante de ce problème du masculinisme. Alors comment se manifeste aujourd'hui ce masculinisme ? On a cité quelques points, on va y revenir. J'en parlais en introduction, les stages, les communautés incel dont vous venez de parler, les contenus partagés sur les réseaux sociaux. Et en faisant mes recherches, j'ai également découvert une autre tendance racontée par Marion Mariani sur France Inter. On écoute, c'était en 2024. Ils ont la trentaine, ils voyagent, ils sont célibataires et ils cherchent des meufs. Je vous présente les Passport Bros, en français, les frères avec des passeports. Et ces Passport Bros ne voyagent pas n'importe où pour pécho. Non, eux, ils vont en Amérique latine, en Europe de l'Est ou encore en Asie. Leur objectif, partir à la rencontre de femmes qu'ils estiment moins féministes que dans leur pays natal, car ils en ont marre de cette mentalité. Ils estiment que les femmes occidentales deviennent trop revendicatrices, qu'elles ne remplissent plus leur rôle dans le foyer, voire qu'elles sont méprisantes. Du coup, direction des pays où les femmes vont les traiter comme ils le méritent, autrement dire comme des hommes, des vrais. Ça peut faire sourire, si ce n'était pas risible. Je vous voyais sourire, Marion Jacques-Cavaillon. C'est un peu ça aujourd'hui le masculinisme. Je veux dire, c'est vraiment protéiforme. C'est vraiment protéiforme. Et en fait, c'est rigolo. Enfin, je souriais parce que... Jaune. Voilà, parce que c'est un trend qu'on voit aussi à l'extrême droite, en réalité, avec certains influenceurs, entre guillemets là aussi, qui proposent à leur communauté de rejoindre notamment l'Europe de l'Est, où ils pourront trouver des femmes blanches disponibles pour être à leur service en tant que femmes, pour les traiter comme des hommes et pour avoir une descendance blanche et européenne, et donc assurer la survie de la civilisation. Donc on voit bien un peu cette idée. Donc là, je vous décris la version extrême droite de cette idée, mais en fait, elle traverse un peu toute cette communauté qui prétend défendre sa virilité ou la retrouver, renouer avec une société proprement patriarcale, puisqu'en fait, au fond, c'est un petit peu ça qu'ils regrettent. On rigole de ces tendances-là qui peuvent être risibles, on l'a dit, mais on l'a entendu, vous l'avez dit, ça peut aller aussi beaucoup plus loin dans la radicalité, et pas que à l'étranger, pas que au Canada. Apologie de la violence, du viol, voire attentat. Ici aussi, en France, un jeune homme de 18 ans arrêté en juillet à Saint-Étienne, suspecté de préparer des attaques au couteau contre des femmes, Marion Jacques-Cavaillon. Oui, c'est ça. Donc, il était arrêté à Saint-Étienne, mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, soupçonné d'avoir projeté d'attaquer des femmes avec des couteaux. Effectivement, pour les services de sécurité, ça fait partie des menaces qui sont émergentes aujourd'hui en France. Alors, il y avait eu un petit peu quelques prémices, quelques soubresauts, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en Gironde, en 2024, il y avait déjà un jeune homme qui avait été interpellé parce qu'il était connecté en ligne à la mouvance incel et qu'il avait admis à ce moment-là avoir envisagé un passage à l'acte. Alors, ça s'était produit dans le même tempo que le passage de la flamme olympique en Gironde, donc ça avait forcément... pris à ce moment-là un peu d'importance. Une ampleur médiatique. Voilà, exactement. Et puis, il avait posté des messages pour faire mémoire de la mort d'Elliot Rodger, qui fait figure pour la mouvance incel de saint. Il l'appelle The Supreme Gentleman, le gentleman suprême. Responsable de l'attentat à la voiture voilà, bélier. Responsable de cet attentat en 2014, qui avait été un attentat même pluri-arme. Il avait à la fois des couteaux, mais aussi une arme de poing, un fusil. Et il avait foncé pour conclure sur des gens en voiture. Donc, voilà. Et en fait, il fait figure
depuis 2014 de saint pour la mouvance incel qu'il qualifie comme tel. Vincent Coquebert, on peut dire qu'il y a différents types de masculinisme où tout ça appartient finalement au même mouvement mais à des degrés de radicalité différents. C'est ça qu'on a un petit peu du mal à définir, je trouve. Ils se font néanmoins écho, même s'ils prennent différentes formes. Alors il peut y avoir des formes avec une culture numérique, une culture web, d'autres avec une culture beaucoup plus classique. Là où encore une fois c'est un petit peu différent, c'est qu'évidemment les niveaux de radicalité et les niveaux d'adhésion ne sont pas les mêmes. Pour certains, ce sont un peu des imaginaires de substitution, des communautés, on va dire, de substitution pendant des périodes de temps, mais dont les individus vont pas forcément embrasser toutes les idées et dans lesquelles ils vont s'en sortir. C'est pour ça que je fais vraiment la différence entre les entrepreneurs du masculinisme et ceux, en fait, cette grande masse un petit peu floue, dont certains peuvent parfois se sentir proches des idées ou sensibles au discours, après une rupture, après peut-être même quand on s'est fait virer, enfin bref, après un accident de vie qui fait qu'on est un petit peu fragile et où il y a d'un seul coup un discours très simple et très totalisant et avec des réponses quelque part, on va dire... radicale, et cette radicalité-là, c'est un peu celle de l'époque, où on est quand même une époque qui est vraiment nourrie à la colère, qui a besoin d'avoir des chambres d'écho où l'expressivité est très très forte parce que l'agentivité est, elle, très très faible. Donc c'est là où il y a une différence pour moi entre les masculinistes, c'est qu'il y a des jeunes garçons ou des moins jeunes qui peuvent parfois être sensibles à certains discours, mais dont ils vont sortir. Comme certaines personnes peuvent être sensibles à des discours conspirationnistes, vont en sortir. Non pas parce qu'on leur a d'ailleurs donné une explication au monde beaucoup plus rationnelle, mais parce qu'ils vont faire une rencontre, parce que ça va aller un peu mieux dans leur vie. Et donc d'un seul coup, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là de ma vie pour que je sois aussi sensible à toutes ces idées-là. Donc c'est là en fait où le masculinisme doit être un petit peu, à mon sens, du moins pris comme différents groupes et comme différents sociotypes, c'est que tout le monde n'y adhère pas avec le même niveau d'intensité. On va voir maintenant de quoi il se nourrit. Vous avez mentionné beaucoup les réseaux sociaux. On l'a entendu d'ailleurs dans le récit documentaire. Qu'on comprenne bien, le masculinisme, ça peut commencer par des petits contenus qui paraissent anodins sur ces réseaux sociaux, comme par exemple le culte du corps, de la musculation chez les jeunes hommes, des injonctions à développer sa musculature. On sait que l'influenceur Thibaut InShape cartonne sur les réseaux sociaux. Alors je ne veux pas du tout pointer du doigt ou dire qu'il est masculiniste, mais ces petites injonctions, ces petits encouragements à développer son corps quand on est un jeune garçon, ça peut nourrir à terme une forme de masculinisme ? Je ne sais pas si la musculation en tant que telle, et je ne crois pas d'ailleurs, est une porte d'entrée forcément vers le masculinisme. Disons que sur la magie noire des algorithmes, on peut se retrouver en fait à un moment donné, si on consomme énormément de contenu sur la musculation, on va nous proposer à un moment donné d'autres contenus qui vont parler par exemple de ce qu'on appelle le look maxing, où il faut se recréer en fait ce qu'ils considèrent être les canons de la virilité, donc avec des mâchoires ultra carrées, avec des... faire des exercices pour changer son apparence physique. Exactement, et donc à un moment donné, ça peut être au-delà de la dangerosité d'ailleurs de ces pratiques-là, ça peut créer une sorte de bulle d'enfermement et de rapport un peu névrotique à son corps, et donc ce sentiment qu'il faut toujours en faire plus. Il y a l'aspect politique, vous l'avez mentionné déjà, Marion Jacquet-Vaillant, c'est un sujet que vous connaissez bien, que vous étudiez de près les mouvements extrémistes, les mouvements identitaires. Vous l'avez dit, le mouvement masculiniste, il est aussi alimenté par l'extrême droite. En France et à l'étranger, on retrouve par exemple parmi les soutiens de Donald Trump de nombreux influenceurs masculinistes, c'est ça ? Oui. Alors en fait, c'est toujours la difficulté parce que, c'est toujours difficile de mesurer l'ampleur de l'extrême droite dans ces réseaux parce qu'en réalité, quand on parle même des incels, etc., il y en a plein qui sont, comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, peu politisés, pas politisés. Et donc du coup, c'est difficile de mesurer la prégnance, à quel point est-ce que l'extrême droite joue un rôle important dans ces mouvements masculinistes, incels en particulier. Bon. Mais c'est vrai qu'on reste quand même dans une idéologie qui cherche à produire des hiérarchies. On voit bien la dimension très essentialiste, très retour sur ce que sont les gens, que porte le masculinisme en lui-même. Et donc on voit bien pourquoi ça se conjugue très bien en fait avec l'extrême droite aussi. Comment on fait pour lutter contre tout ça, contre la diffusion de ce mouvement, de cette radicalité, Vincent Coquebert ? Déjà, je pense qu'il faut essayer de comprendre avant de condamner. C'est bien pour ça que je faisais la nuance entre les différents types d'adhésion et en fonction des individus qu'il peut avoir à ces idéologies-là. À mon avis, on ne déradicalise pas avec la honte et avec l'opprobre directement. Ensuite, reprendre la main un peu sur les récits, donc offrir des nouveaux imaginaires aussi de la masculinité qui ne soient pas simplement définis à travers ce qu'on ne veut plus qu'elle soit, donc à travers une identité négative. Donc offrir des modèles qui soient positifs, qui donnent envie en fait de les embrasser. Et ensuite, probablement redonner de l'agentivité à toute une génération en fait qui a l'impression de plus vraiment avoir la main sur sa destinée, parce que je pense en fait que ça se nourrit de la frustration, ça se nourrit en fait d'un sentiment de vrai ou faux, en tout cas vraiment de déclassement symbolique et on va dire d'être un peu une mise au banc. C'était un écrivain allemand qui avait parlé en fait de la figure du perdant radical.
C'est vraiment celui qui est en frustration, qui est en lutte contre une société, qui a l'impression en fait d'être mis de côté. Et j'ai l'impression en fait chez les jeunes garçons, il y a de plus en plus cet imaginaire du perdant radical qui se crée et qui se massifie. Donner des récits qui soient à la fois positifs, donner envie en fait de faire société et pas en fait d'être dans cette espèce de bulle de radicalisation et d'isolement qui fait qu'on devient de plus en plus poreux à tous les discours les plus radicaux, les plus haineux et donc parfois des passages à l'acte en fonction de la structure psychologique des individus donc qui vont être les récepteurs de ces discours. Ouais, je cite encore la sociologue Élise Devier qu'on entendait dans le récit documentaire. On ne pourra pas lutter contre le sexisme tant que les garçons ne seront pas pleinement impliqués en tant qu'alliés dans cette lutte, sachant que les garçons ont aussi à y gagner puisque les garçons subissent aussi la pression du patriarcat à devoir toujours être viril, toujours performer, etc. Les garçons subissent aussi beaucoup de violence de la part d'autres garçons et donc on a vraiment collectivement toutes et tous intérêt à aller dans ce sens. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? En fait, un des problèmes probablement de la déconstruction de la virilité, en tout cas des modèles de masculinité qui a pu être fait, on va dire, au moins ces 50 dernières années, c'est que n'a pas émergé de nouveaux modèles en fait excessivement positifs. Encore une fois, on définit beaucoup la masculinité parce qu'on ne veut plus qu'elle soit. Donc on ne veut plus qu'elle soit belliqueuse, enfin à raison, tout ça. Mais on ne donne pas forcément un nouveau discours et on ne produit pas un nouveau discours excessivement positif envers les jeunes garçons. Alors quand on a 30 ans, il n'y a aucun problème en fait d'entendre parler de domination, de privilèges parce qu'on a pu se rendre compte que c'était une réalité. Mais quand on a 12-13 ans et qu'on est un jeune garçon et on parle en fait de la masculinité qu'à travers les notions de privilèges et de domination et qu'on ne donne pas un modèle positif, c'est une identité négative. Et un jeune garçon qui est en construction identitaire, à l'âge de l'adolescence, ne peut pas se définir par une identité négative. C'est pour ça aussi que finalement, c'est un espace vide dans lequel, encore une fois, se sont engouffrés les entrepreneurs de la masculinité. Parce que eux sont venus apporter un discours qui, pour le coup, était valorisant en disant de toutes les manières, intrinsèquement, tu es comme ça. Donc c'est une réponse simple et ça permet finalement d'avoir un cadre. Alors certes, c'est un cadre aliénant et particulièrement une petite boîte toute serrée, mais c'est une boîte quand même. Et aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir aussi un petit peu leur case. Le masculinisme est-il à prendre très au sérieux ? De quoi se nourrit-il et comment s'en protéger ? On a les cartes en main en tout cas pour y voir plus clair. Grâce à vous, Marion Jacquet-Vaillant, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Panthéon-Assas, et vous, Vincent Coquebert, journaliste et essayiste. Je rappelle votre livre La guerre de sécession, c'est publié aux éditions Arquet. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Et moi je vous dis salut et à la semaine prochaine.